Et bonjour à tous mes petits passionnés de finance, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast La finance, est-ce que c'est compliqué ? Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'analyse du risque pays, en anglais Country Risk Assessment. Alors dans un premier temps nous allons voir pourquoi c'est important. Donc le risque pays représente l'impact potentiellement négatif de l'environnement d'un pays sur les flux de trésorerie d'une entreprise multinationale, MNC. Donc je vais utiliser cette abréviation au cours du podcast, ça ira plus vite, vous me comprenez. Donc les MNC peuvent utiliser l'analyse des risques de pays pour surveiller les pays où elles exercent des activités et donc pour éviter de faire des affaires dans des pays à risque excessif. Et les événements internationaux tels que les attaques terroristes, les crises politiques, les grèves, les restrictions commerciales et les crises bancaires peuvent donc affecter les flux de trésorerie de ces MNC et leurs coûts de financement. Donc de ce fait, en partant de ce constat-là, les MNC doivent donc faire une analyse de risque pays pour continuer à réagir aux changements de politique et d'événements qui pourraient avoir un impact sur leurs activités commerciales. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc nous avons identifié deux risques majeurs divisés en sous-catégories, donc les risques politiques et les risques financiers, et je vais commencer par les risques politiques. Donc parmi ces risques politiques, nous pouvons retrouver en premier lieu l'attitude des consommateurs dans le pays hôte. Donc les entreprises étrangères peuvent faire face à un risque politique mineur en raison de la tendance des résidents à acheter des produits locaux, même si l'entreprise a une filiale dans le pays étranger en question. Tous les pays encouragent donc les consommateurs à acheter des produits fabriqués localement, ce qui peut rendre difficile pour les multinationales leur entrée sur le marché. Il est donc important pour ces entreprises de surveiller la loyauté des consommateurs envers les produits locaux et de considérer des stratégies telles que les joint ventures avec des entreprises locales afin d'augmenter leurs chances de bonne pénétration sur ce marché. Nous retrouvons ensuite un autre risque, les actions du gouvernement du pays hôte. Donc le gouvernement d'un pays hôte peut affecter les flux de trésorerie d'une multinationale en imposant des normes environnementales, des taxes, des retenues à la source et des restrictions sur les transferts de fonds. Et donc la rotation des membres ou la philosophie du gouvernement ne suffit pas à évaluer le risque politique, car le gouvernement peut prendre diverses mesures pour aligner les activités d'une multinationale sur ses objectifs, tels que des autorisations spéciales, des taxes supplémentaires ou des subventions accordées aux concurrents. C'est pour ça que les entreprises doivent donc également faire face au risque de violation de droits d'auteur ou d'autres pratiques illégales dans certains pays où la protection juridique n'est pas suffisante. Un autre risque identifié est le blocage des transferts de fonds. Donc les filiales des MNC envoient souvent des fonds à leur siège social pour des remboursements de prêts, des achats de fournitures, des frais administratifs, des bénéfices envoyés ou pour d'autres usages. Cependant, les gouvernements hôtes peuvent parfois bloquer les transferts de fonds, ce qui peut obliger les filiales à entreprendre des projets qui ne sont pas optimaux ou à investir dans des titres locaux à rendement inférieur. Voici donc pour le blocage des transferts de fonds. Nous avons aussi un autre risque identifié qui est la non-convertibilité de la monnaie. Donc dans certains pays, le gouvernement n'autorise pas l'échange de la devise locale contre d'autres devises. Et dans ces cas-là, les bénéfices générés par une filiale ne peuvent donc pas être transférés à la maison mère en les convertissant dans une autre devise. Dans de tels cas, l'entreprise peut être obligée d'échanger la devise locale contre des biens pour bénéficier des projets dans ce pays. Comme risque, nous avons bien évidemment les guerres. Donc certains pays peuvent être impliqués dans des conflits ou des troubles internes, ce qui peut affecter la sécurité des employés d'une filiale d'une entreprise multinationale. De plus, ces pays peuvent avoir des cycles économiques instables, ce qui rend les flux de trésorerie plus incertains pour les entreprises. Et les attaques terroristes peuvent également affecter les entreprises multinationales en raison de leur exposition potentielle à des attaques ou de l'hostilité envers leur pays d'origine. Donc typiquement une entreprise américaine dans un pays où les gens n'apprécient pas que les États-Unis viennent défendre leurs intérêts. Voilà, donc on peut citer l'Afghanistan ou l'Irak, ce genre de pays. Et les coûts liés à la sécurité des employés peuvent également affecter ces entreprises par la même occasion.
Un autre risque serait aussi la bureaucratie. Donc le risque lié à la bureaucratie gouvernementale peut compliquer les activités des MNCs dans un pays. Et cela peut être un facteur dissuasif pour ces MNCs qui souhaitent investir dans certains marchés, comme cela s'est produit par exemple en Europe de l'Est dans les années 90. Et les gouvernements de cette région, qui manquaient d'expérience dans la facilitation de l'entrée des MNC sur leur marché, ont donc ralenti ce processus de pénétration. Et enfin, comme dernier risque politique, nous avons bien évidemment la corruption qui peut nuire aux affaires internationales d'une MNC car elle peut augmenter le coût de faire des affaires finalement ou réduire les revenus. Et elle peut se produire entre les entreprises ou entre une entreprise et le gouvernement. Et les lois et leurs applications vont d'ailleurs varier selon les pays. Par exemple, si nous prenons l'exemple des États-Unis, il est illégal de verser un pot de vin à un haut fonctionnaire en échange de faveurs politiques, mais il est légal pour les entreprises américaines de contribuer à la campagne électorale d'un politicien. Donc voilà pour ce qui est des risques politiques. Nous allons passer aux risques financiers. En ce qui concerne les risques financiers, nous pouvons d'abord parler du taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt plus élevés ont tendance à ralentir la croissance d'une économie et à réduire la demande pour les produits de la multinationale. Donc des taux d'intérêt plus bas finalement stimulent souvent l'économie en augmentant la demande pour les produits de la multinationale. Donc c'est un des facteurs qui, selon son application, peut représenter un risque financier ou non. Il en est de même pour le taux de change. Donc les taux de change peuvent influencer la demande des exportations d'un pays, affectant ainsi la production et le niveau de revenus. Donc une devise forte peut réduire la demande d'exportation du pays, augmenter le volume des produits importés et ainsi réduire la production et le revenu national, tandis qu'une devise très faible peut entraîner des sorties spéculatives et réduire les fonds disponibles pour financer la croissance des entreprises. Et enfin, en dernier facteur, nous retrouvons l'inflation, donc qui peut affecter le pouvoir d'achat des consommateurs, leur demande pour les biens d'une MNC et indirectement les conditions financières d'un pays. Donc un taux élevé d'inflation peut également entraîner une baisse de la croissance économique. Donc voici pour les facteurs financiers ainsi que les risques du coup politiques et financiers. Et finalement, je me conclurai cette partie en disant que les facteurs financiers affectent la situation économique d'un pays et sont souvent difficiles à prévoir et ils peuvent être aussi à l'origine d'une mauvaise décision de la part des MNCs, même s'ils sont pris en compte dans l'évaluation du risque pays. Et certaines conditions financières peuvent résulter d'un risque politique. Donc les deux sont finalement liés, comme par exemple l'impact des attaques terroristes du 11 septembre sur les MNC basés aux États-Unis, qui ont entraîné une incertitude économique, une réduction des dépenses de consommation et une baisse des flux de trésorerie pour les MNCs. Après avoir donc exposé quels étaient les différents risques potentiellement existants, nous allons donc voir comment évaluer ces risques, donc quels sont les types d'évaluation du risque pays ainsi que les techniques d'évaluation de ce même risque pays. Donc nous allons commencer par les types d'évaluation. Donc même s'il n'y a pas de véritable façon d'évaluer le risque pays, nous allons tenter de vous expliquer comment faire. Donc la première étape consiste à connaître la différence entre une évaluation globale du risque d'un pays sans tenir compte des activités de l'entreprise. La seconde étape, quant à elle, est l'évaluation du risque d'un pays en fonction du type d'activité de l'entreprise. Donc le premier type d'évaluation peut être qualifié de macro-évaluation du risque pays, tandis que le second sera qualifié, lui, de micro-évaluation. Donc commençons par la macro-évaluation. Donc cette première étape, appelée macro-évaluation, implique la prise en compte de toutes les variables qui affectent le risque pays, sans prendre celles qui sont propres à une entreprise. Donc ce type d'évaluation est pratique car elle reste la même pour un pays donné, quelle que soit l'entreprise ou l'industrie concernée, mais il exclut des informations pertinentes qui pourraient améliorer la précision de l'évaluation. Donc si vous voulez, elle sert donc de base qui peut ensuite être modifiée pour refléter les activités particulières d'une multinationale. Donc si nous nous intéressons aux facteurs politiques, donc ils vont comprendre les relations entre le gouvernement du pays d'accueil et celui du pays d'origine de l'entreprise. Donc cela va comprendre l'attitude de la population du pays d'accueil à l'égard du gouvernement de l'entreprise, la stabilité historique du gouvernement du pays d'accueil, la vulnérabilité du gouvernement du pays d'accueil et la probabilité d'une guerre entre ces pays. Donc les facteurs politiques indiqueront la probabilité d'événements susceptibles d'affecter une entreprise et l'ampleur de leur impact.
Nous avons ensuite les facteurs financiers, donc ils doivent inclure la croissance du PIB, les tendances de l'inflation, les taux d'intérêt, le chômage, le contrôle des changes aussi. Et la liste des facteurs financiers pourrait facilement s'étendre davantage, mais nous n'allons pas continuer bien évidemment. Les facteurs énumérés ici ne représentent qu'un sous-ensemble des facteurs financiers pris en compte lors de l'évaluation de la solidité financière d'un pays. Et il faut aussi remarquer et prêter attention au fait que les facteurs politiques et financiers pertinents pour une macro-évaluation du risque pays sont légèrement subjectifs. Donc il existe également une certaine subjectivité dans la détermination de l'importance de chaque facteur pour l'évaluation macroéconomique globale d'un pays donné. En ce qui concerne la micro-évaluation, donc si une macro-évaluation du risque pays donne une indication de la situation générale du pays, elle n'évalue pas le risque pays du point de vue de l'entreprise concernée. Une micro-évaluation du risque pays est donc nécessaire pour déterminer comment le risque pays est lié à l'entreprise concernée. Donc une micro-évaluation est également nécessaire pour évaluer le risque pays lié à un projet particulier proposé par une entreprise donnée. Donc les microfacteurs comprennent la sensibilité de l'activité de l'entreprise à la croissance du PIB réel, la sensibilité aux tendances de l'inflation, au taux d'intérêt et d'autres facteurs. Les entreprises sont toutes différentes et sont donc impactées différemment par l'économie du pays d'accueil. Donc en résumé, l'évaluation globale du risque pays se compose de 4 parties. Donc le risque macropolitique, le risque macrofinancier, le risque de change macrofinancier, le risque micropolitique et le risque microfinancier. Passons à présent aux techniques d'évaluation du risque pays. Donc une fois qu'une entreprise a identifié tous les macro et micro-facteurs qui méritent d'être pris en compte dans l'évaluation du risque pays, elle peut souhaiter de mettre en place un système d'évaluation et ainsi déterminer une note de risque pays. Donc différentes techniques vont permettre d'arriver à la détermination de cette note. Donc dans un premier temps, nous avons l'approche par liste de contrôle. Donc elle consiste à porter un jugement sur tous les facteurs politiques et financiers, à la fois macro et micro, qui contribuent à l'évaluation du risque pays par un organisme financier. Donc des notes sont attribuées à une liste de divers facteurs financiers et politiques et ces notes sont ensuite regroupées pour obtenir une évaluation globale du risque pays. Et la mesure de certains facteurs et le système de notation mis en œuvre sont tous deux subjectifs, ce qui peut donc représenter un problème. Nous avons ensuite la technique dite Delphi. Donc cette technique consiste à recueillir des avis indépendants sans discussion de groupe. Donc l'entreprise multinationale peut interroger des experts ayant une certaine maîtrise dans l'évaluation des caractéristiques du risque pays. Et cette entreprise multinationale reçoit les réponses à son enquête et peut alors déterminer quelques opinions communes sur la perception du risque du pays. Nous avons ensuite l'analyse quantitative. Donc cette analyse va tenter d'identifier les caractéristiques qui influencent le niveau de risque pays. Les résultats d'une telle analyse indiqueront la sensibilité d'une entreprise à l'économie d'un pays. Et bien que les modèles quantitatifs puissent quantifier l'impact des variables les unes sur les autres, ils n'indiquent pas nécessairement les problèmes d'un pays avant qu'ils ne se produisent réellement. Continuons ensuite avec les visites d'inspection. Donc, elles consistent à se rendre dans le pays et à rencontrer des fonctionnaires, des dirigeants d'entreprise et ou des consommateurs. Ces rencontres peuvent aider à clarifier toute opinion incertaine que l'entreprise a sur le pays. Et certaines variables, telles que les relations entre pays, peuvent être difficiles à évaluer sans un voyage dans ce pays en question. Et enfin, nous allons finir avec la technique de combinaison des techniques. Donc, tout est dans le titre. Une enquête menée auprès d'entreprises impliquées dans les activités à l'étranger a révélé qu'environ la moitié d'entre elles n'avaient pas de réelle méthode d'évaluation du risque pays. Donc, cela signifie qu'il n'existe pas de méthode fiable à utiliser. Par conséquent, les multinationales utilisent diverses techniques en même temps, en les combinant, comme une liste de contrôle pour identifier les facteurs pertinents, puis la technique de Delphi, l'analyse quantitative et les visites d'inspection pour attribuer une note aux différents facteurs. Et donc, ces évaluations vont donc permettre aux multinationales de classer les pays selon les risques identifiés
Et après avoir comparé les pays, la multinationale pourra donc choisir quel est le meilleur pays où établir sa filiale. Et donc, pour comparer les notes des différents pays, certains gestionnaires de risque préconisent l'utilisation d'une matrice risque et elle va s'appuyer sur les risques financiers ou économiques et politiques en les classant de mauvais à bons. Et chaque pays peut donc être placé à l'endroit approprié de la matrice en fonction de sa notation politique et de sa notation financière. Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre épisode, donc vous êtes désormais tout à fait avertis sur le sujet de l'analyse du risque pays, les différents risques politiques, financiers qui en découlent, et les techniques et les types d'évaluation de ce risque pays. Ce fut un plaisir d'enregistrer cet épisode. Je vous souhaite donc une excellente semaine, je vous embrasse fort, c'était Baptiste, et à la prochaine pour un nouvel épisode de Est-ce que la finance, c'est compliqué ?